Beleza, galera, PH aqui na área, trazendo um episódio do nosso outro canal, o Eurocomics, sobre o Zorro. Eu queria muito que você fosse lá no nosso outro, canal Eurocomics e se inscrevesse, beleza? Vou inclusive pedir, já conhecem o nosso outro canal do YouTube? Estou fazendo um novo trabalho, é o Eurocomics falando sobre quadrinhos europeus, Asterix, Tintin, Lucky Luke e muito mais. Se inscreva, por favor, Vamos prestigiar o meu novo trabalho. O link para você se inscrever no Eurocomics está na descrição do vídeo. Valeu! Eis um cavalo subindo a montanha, vem chegando então o Zorro. Por onde passar a justiça fará, deixando a marca do Zorro. Zorro, a espada não falhará. Zorro, ajuda quem precisar. E aí, tudo bem? Tá no ar mais um episódio do Eurocomics e vocês acabaram de assistir a abertura colorizada de Zorro, uma produção da Disney baseada no Mascarado criado em 1919 pelo escritor norte-americano Johnston McCulley, situando as aventuras do herói no pueblo de Los Angeles durante a era da Califórnia espanhola. Nos livros, Zorro é uma espécie de vigilante mascarado que defende os pobres e indígenas da Califórnia contra corruptos e todo tipo de malfeitor, vestindo um uniforme negro, incluindo capa, chapéu e máscara cobrindo parte de seu rosto. A atração da Disney foi exibida originalmente entre 1957 e 1959 e através de especiais entre 1960 e 1961 nos Estados Unidos. O programa foi reprisado à exaustão no Brasil em décadas diferentes por mais de uma emissora. Neste enlatado, o personagem principal, Zorro, cuja identidade secreta era Don Diego de la Vega, era interpretado pelo americano Guy Williams, que mais tarde brilharia na série Perdidos no Espaço como o Professor Robinson. E toda essa introdução serviu para a gente falar sobre um Zorro diferente, publicado em 2020 pela Dargaud, criado na França por Pierre Alarie, artista que também foi o responsável pela arte de Conan, o Cimério, a Rainha da Costa Negra de 2018, que saiu pela Glénat, com roteiro de Jean-David Morvan. Em Don Vega, de Pierre Alarie, se prepare para ver um Zorro esteticamente bem diferente daquele da Disney, a começar pela parte que cobre sua face. A história começa em Madrid, na Espanha, em 1848. Don Vega, herdeiro de uma rica família californiana, recebe uma carta falando sobre a morte de seus pais, escrita pelo padre Delgado, que pede para que ele volte imediatamente para a Califórnia. Em seu retorno, ele descobre que o poder na área se encontra nas mãos de Gomes, um velho general apoiado pelo inescrupuloso Burrow. Gomes está oprimindo o povo e proprietários locais, comprando terras californianas a preços baixos para revendê-las posteriormente por um valor mais alto. Os trabalhadores locais se revoltam com a situação e começam a protestar contra Gomes, aparecendo mascarados, cada um se autoproclamando Zorro, um mito popular da região, visto como herói. Don Vega decide fazer o mesmo a fim de conter a tirania de Gomes e se vingar dos males perpetrados à sua família, munido de um traje preto. Nasce então a lenda do Zorro, numa nova abordagem europeia emocionante. Vale a pena conferir. O quadrinho foi lançado em Portugal pela Ala dos Livros em 2022. Et aujourd'hui, sur Eurocomics, nous sommes ici avec l'artiste Pierre Alarie, le dessinateur Pierre Alarie, qui nous parlera de Don Vega. Bonjour Pierre. Bonjour. Bonjour depuis le Brésil. C'est un honneur de pouvoir parler avec vous ici sur Eurocomics. Merci, je suis ravi. Et on va commencer. Comment avez-vous commencé à vous intéresser à faire une BD concernant Zorro? Étiez-vous déjà fan de la série classique Disney Zorro?
Alors non, non. Curieusement, j'étais pas un grand fan de Zorro, mais j'avais envie de faire un album qui se passait à l'époque du western et de trouver un personnage emblématique, un personnage et graphiquement excitant à dessiner. Et je me suis dit que c'est vrai que Zorro pouvait être assez sympa parce que justement avec sa cape, avec sa silhouette, il y avait de quoi faire un beau personnage d'aventure et qui en plus se passait, voilà, que je pouvais placer à l'époque du western. Et après, il fallait juste que je trouve quelque chose pour pas faire un Zorro classique, et essayer de trouver un petit point de vue de côté pour trouver une histoire un petit peu originale. Et dès le début du projet, aviez-vous déjà l'intention d'échanger la forme traditionnelle du masque des Zorro? Oui, oui, parce que c'est des choses que justement j'aime pas trop chez Zorro. C'est ce chapeau, les chapeaux texans là, tu vois, les chapeaux très plats qu'il a sur la tête, notamment dans la série. Et puis je trouvais ça un peu idiot ce masque, parce que pour moi ça me rappelle c'est le problème de Superman et de Clark Kent. Euh, je comprends pas que les gens ne reconnaissent pas Superman dès Oui, qu'il met bien des lunettes. sûr. Tu vois. C'est évident, hein? Ouais. Et Zorro c'est pareil, il a un petit masque et d'un seul coup on le reconnaît plus. Puis dès qu'il enlève son petit masque, ah c'est toi. Et donc il fallait que je trouve une idée pour vraiment masquer l'identité de Zorro. Et finalement, après réflexion, je me suis dit bah quoi de mieux qu'une cagoule complète. Ça me paraissait l'idée la plus simple finalement. Pour pas reconnaître quelqu'un, il faut juste ne pas le voir du tout. Donc je lui ai mis cette cagoule. Et en plus, ça rentrait bien dans l'idée du scénario, puisque l'idée c'est que tout le monde, tous les gens peuvent se mettre cette cagoule et s'identifier, tu vois, au personnage de Zorro. Et donc ça le rendait un petit peu inconnu au milieu de la foule. Et c'était intéressant puisqu'on pouvait passer d'un personnage à l'autre. Et justement, on gardait cette idée de Zorro, c'est une entité. C'est pas juste un personnage. Était-ce difficile de s'occuper à la fois du dessin et du scénario de cette BD? Pas tant que ça, puisque le scénario, j'avais quand même un squelette connu. Je travaillais avec des références plutôt connues. J'ai gardé donc Zorro, j'ai gardé l'Hacienda, les parents, le voyage de l'Espagne à l'Amérique. Donc tout ça, c'était déjà codifié. Ça faisait partie du roman, ça faisait partie de l'histoire de Zorro. Donc moi là-dessus, il fallait juste que j'arrive à faire en sorte qu'on ait vraiment, comme je te disais tout à l'heure, ce petit point de vue un petit peu de côté de l'histoire de Zorro, c'est-à-dire le ramener dans un côté réaliste, une situation un petit peu politique, mais qui est aussi déjà dans le roman, puisque Zorro, c'est un petit peu une sorte de Robin des Bois. Et c'est pour ça que j'ai essayé de trouver une époque, une période de l'histoire des États-Unis qui me permettait de justifier toutes les actions du personnage. Et donc, en me documentant, je suis tombé sur cette histoire de passation quand le Mexique a perdu l'État au profit de la Californie. Et je trouvais intéressant toute cette histoire autour des droits qu'avaient ou que n'avaient pas les Mexicains, les anciens propriétaires, les nouveaux. Et du coup, je me suis dit que c'était un bon terrain pour placer mon histoire un petit peu politique et un petit peu sociale de Zorro et lui donner vraiment une vraie signification, quoi. Et combien de temps entre la recherche et la finalisation vous a-t-il fallu pour finir Don Vega? Écoute, j'ai dû passer un peu plus d'un an en tout, depuis le début de l'histoire jusqu'à la fin du dessin, parce que j'ai aussi passé beaucoup de temps sur la trame. Tu vois, la trame, c'est ces gris, ces masses de gris que j'ai mis dans l'album et qui en Mhm. fait j'ai travaillé comme avant à l'ancienne, c'est-à-dire que j'ai pris une trame autocollante. Donc c'est un papier autocollant que je découpe et que Ok. je colle sur toutes les parties qui m'intéressent. Et du coup, il y a toutes ces parties ombrées qu'on voit dans le dessin avec des petits points. C'est que des petits bouts d'autocollant que j'ai coupés et que j'ai collés comme ça dans tous les sens. Mais c'est pas du numérique? Non, j'ai voulu le faire à l'ancienne parce que j'avais envie d'avoir des belles planches comme les vieilles planches de bande dessinée anciennes. Donc voilà, Oh, mon donc Dieu. ça c'est le format de la planche et tu vois, toutes ces parties là, Uh-huh, c'est de l'autocollant. Donc c'est une petite uh-huh. trame que je découpe et que je colle à chaque fois exactement là où j'en ai besoin. Et ça m'a pris un temps fou. Tu vois, et je travaille avec ça, donc c'est des petits bouts autocollants comme ça, qu'on décolle. Et donc, il faut couper exactement là. Du coup, j'ai fait ça sur les 90 pages. Et c'est très long. Mais c'est incroyable. Et on voit par votre trait que vous avez un dessin pas
trop réaliste. Cela, moi, je pense, cela rend l'art plus léger. Quelles sont vos influences dans la bande dessinée? Alors, mes premières influences, c'était plutôt le comics. J'étais un grand lecteur de comics, mais plutôt le comics des années 70. Moi, j'adorais Neil Adams, Bernie Wrightson. Alors, Bernie Wrightson, moi, c'était mon dieu. Et pendant longtemps, je voulais dessiner comme Bernie Wrightson. Je voulais faire les mêmes époques, les mêmes choses, l'Angleterre du 19e siècle. Enfin. Et puis, petit à petit, j'ai découvert la BD franco-belge. Et de fait, des gens comme Conrad, et surtout Denis Baudard, qui est vraiment devenu l'une de mes grandes idoles, et aussi un ami. Et de fait, Denis Baudard m'a aidé sur mon nouvel album, là, l'adaptation de Autant n'emporte le vent. Comme je suis passé longtemps par l'animation, je pense que ça a aussi influencé mon dessin, quoi. Et y aura-t-il la possibilité de publier un deuxième tome de Don Vega? Alors, l'éditeur me l'a proposé. Le problème, c'est que moi, j'ai travaillé ce premier livre comme un ensemble. On va pas dévoiler la fin aux gens qui l'ont pas lu, mais l'idée, c'était que à la fin du livre, on arrivait dans la grande l'histoire de Zorro qu'on connaît tous. Et j'aimais bien cet arc. Ça faisait une espèce de boucle. Du coup, si je dois revenir sur des suites, c'est dommage parce que je vais casser cette idée que j'avais eue d'arriver et d'ouvrir la porte à la fin sur la vraie histoire de Zorro qu'on connaît. Mais bon, j'ai quand même réfléchi à des histoires et il y aurait moyen. On verra s'il y a une solution parce que c'est pareil pour le titre. J'ai pas du tout pensé ce titre pour en faire une série et je sais pas du tout comment je pourrais appeler les suites si je devais faire des suites. Je pense qu'il vaudrait mieux repartir à zéro. Moi, je pense qu'il y a une question de droit d'auteur. Hein. Alors, ça, c'est autre chose. Ça, on a les éditions d'Argo. Là, d'ailleurs, c'est marqué à la fin du livre, ont dû payer des droits aux États-Unis, aux propriétaires de Zorro. Même si vous l'appelez Don Vega. Alors, pour la suite, on ne sait pas. Mais moi, l'idée, c'était dans l'album, en tout cas, de pouvoir l'appeler Zorro. La couverture, je voulais pas que ça s'appelle Zorro. Je voulais vraiment que ça s'appelle Don Vega pour justement garder ce petit regard de travers que je voulais dans l'histoire aussi. Mais je voulais quand même qu'à l'intérieur du livre, on puisse l'appeler Zorro. Et pour ça, il fallait payer les droits. Par contre, on a payé les droits, mais on n'avait quand même pas le droit d'utiliser le Z. C'est pour ça que sur la couverture, il n'y a pas de Z finalement. Il y a une forme qui ressemble au Z, mais c'est pas un Z. On n'avait pas le droit de pouvoir mettre un Z. Pouvez-vous nous parler de votre travail sur Conan? Conan, c'était une proposition des éditions Glénat, donc en France, qui ont eu les droits sur toutes les versions, alors les éditions françaises de Conan le barbare. Et sur les nouvelles, tu vois, sur la traduction des nouvelles en français. Et de fait, moi, j'étais plutôt intéressé parce que c'est même moi qui suis allé les voir, parce que je suis un grand lecteur, enfin, j'étais un grand lecteur de Robert Howard. Et donc, j'adorais Conan, j'adorais toutes les histoires de Howard, donc, parce qu'il a écrit plein de choses différentes. Il a écrit des contes fantastiques, des histoires d'horreur, Solomon Kane, enfin, il a inventé plein de personnages. Et j'aimais beaucoup cet auteur. Et du coup, j'ai été voir Glénat pour savoir s'il y avait moyen que je puisse me mettre dans la liste des gens pour Conan, quoi. Là encore, c'est particulier parce qu'avec mon dessin un petit peu justement semi-réaliste, on est sur un Conan pas très, comment dire, d'habitude Conan, on a l'habitude de de voir un dessin très réaliste, plein de petits détails. Le mien, il fait un petit peu gentil, quoi. Il a un petit côté Spirou. Et c'était original. C'est fantastique. Connaissez-vous des dessinateurs brésiliens de BD? Il y en a un qui s'appelle Flavio, ouais, que je contacte de temps en temps. Flavio Luis? Tout à fait. Voilà, qui m'écrit de temps en temps, qui me contacte. C'est un monsieur qui a un trait semi-réaliste. Oui, complètement. Ouais. Comme le vôtre. Oui, tout à fait. C'est d'ailleurs pour ça qu'il m'avait contacté au début. Il aimait beaucoup mon dessin parce que justement, il a un petit dessin dans ce genre-là aussi. Et c'est pas facile. J'ai l'impression parce que lui avait l'air de me dire que justement, pour les dessinateurs brésiliens, c'est assez compliqué d'arriver sur le marché européen. Eh oui, c'est quand même compliqué de sortir ici dans les marchés brésiliens quand on a un trait semi-réaliste. Parce que les gens ici aiment les traits réalistes, les super-héros, des choses comme ça. Je pense qu'au Brésil, c'est la culture américaine du comics. À ces moments-là, il y a le super-héros, les comics et les mangas. Le manga aussi, ici, ça commence à prendre énormément d'importance. Mais en Europe, il y a moins la culture du comics. En tout cas, en France et en Belgique, il y a beaucoup de lecteurs de comics, mais c'est pas vraiment la culture principale. C'est plus du trait semi-réaliste, justement.
Flavio serait content ici, quoi. Il pourrait s'exprimer. Il sera content ici d'être ici dans cette vidéo. Flavio Luis, l'auteur de AU, les capoeiristes, et de l'agent Somos. Ouais, c'est vrai, tout à fait. Ouais, ouais. Le capoeiriste. J'aime le travail de Flavio. J'aime votre travail. Merci beaucoup, Mais Pierre, écoute, d'avoir participé à cet épisode. mais J'espère que merci votre beaucoup à BD, toi. elle sera publiée au Brésil. Au moins, elle existe déjà en portugais au Portugal. Ouais, Elle est, ouais, elle est ouais. sortie, si je ne me trompe pas, l'année dernière Ouais, au peut-être, ouais. Portugal. Au Portugal. Merci beaucoup, beaucoup pour l'invitation. Ça me fait très plaisir en plus de pouvoir voilà, parler avec quelqu'un au Brésil Qui aime la BD et, franco-belge. et qui aime la BD franco-belge. En plus, ouais, je vois derrière toi, c'est d'un tas de Il y Black a beaucoup Mortimer. de choses ici. J'achète la BD franco-belge il y a longtemps. En 1973, j'ai gagné mon premier Tintin, mon premier album de Tintin. Il Ouais. s'appelait L'Étoile mystérieuse. Et Ah ouais, après ouais. cela, j'ai abandonné complètement les comics C'est et vrai. et je me consacre à la BD franco-belge. D'accord. Et tu ne lis plus de comics. Pas du tout. Ah ouais, c'est marrant. Auparavant. Ouais. Merci, Bon, merci Pierre. écoute, merci beaucoup à toi. Abonnez-vous sur Eurocomics. C'est la seule chaîne au Brésil, peut-être en Amérique du Sud, qui ne parle que de la BD franco-belge. Écoute, incroyable et génial. Et j'en suis fier d'en faire partie et d'avoir eu mon petit moment sur ta chaîne. Merci, Merci beaucoup. Merci merci beaucoup. beaucoup à toi et À à bientôt. bientôt. Ouais. À bientôt.